Oui, le troisième conseil de défense autour d'Emmanuel Macron qui va bientôt commencer ici à l'Elysée. Troisième conseil de défense avec toujours la volonté pour la France de tenter de trouver une issue diplomatique à la crise. C'est ce qu'a répété aujourd'hui Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a eu un certain nombre de consultations aujourd'hui. Il a eu au téléphone notamment le prince héritier d'Arabie, le président des Émirats arabes unis, l'émir du Qatar, le sultan d'Oman et puis bien sûr le président iranien Massoud Pezeshkian pour lui dire que la France souhaitait une désescalade et considérait que l'Iran ne devait pas avoir l'arme atomique. Mais on sent aussi une inquiétude ici dans les quelques déclarations qu'on a pu avoir des dirigeants français avec cet appel d'Emmanuel Macron à la retenue de la part de l'Iran. Appel d'ailleurs réitéré par cette déclaration que vous évoquiez il y a un instant des dirigeants français, britanniques et allemands. Il ne faut pas que l'Iran puisse entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région. Inquiétude car il y a les ressortissants français en Israël et en Iran et c'est aussi l'un des objets de ce Conseil de défense, organiser le repatriement de ceux qui le souhaitent. 250 000 Français environ en Israël, 1100 Français en Iran et un premier avion va partir de Jordanie ce soir pour rapatrier 150 ressortissants français. C'est aussi l'un des grands enjeux pour la France d'organiser le rapatriement de ses ressortissants. Merci beaucoup Frédéric Delpech. Première réaction sur ce plateau, Daniel Cohn-Bendit, Luc Ferry, cette opération menée dans le secret absolu, puissante, fulgurante, massive, risquée. On va parler aussi des risques que ça suppose dans la région. Tout à l'heure, il y avait sur ce plateau Bruno Retailleau. D'abord, il disait non, je ne peux pas dire bravo, parce qu'il disait quand même, on est hors du droit international. Et après, quand même, bravo. Bravo ou pas bravo, Trump? Je dis ni bravo ni pas bravo. Enfin, d'abord que Trump allait intervenir, ça se sentait. Alors je sais qu'il faut meubler des émissions, donc on savait pas. Non, ça, c'était clair. Netanyahou a joué pour entraîner Trump et Trump, il y va. Il était obligé. Sans ça, il était, je sais pas comment dire, un lâche. Et donc voilà, il y a été. Le problème, c'est de savoir d'abord. Bon, il y a des spécialistes qui disent qu'ils ont vraiment visé et réussi à détruire beaucoup de choses. Donc, très bien. Personne ne va pleurer qu'il soit touché des gardiens de la Révolution, qui sont quand même des forces de répression terribles. Personne ne va pleurer s'il y a l'Iran n'a pas de programme nucléaire. Le problème qu'il y a derrière, c'est que ni Netanyahou, ni Trump ont une idée de « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie? Quelle est la politique? Et donc, c'est pour ça que c'est dangereux, parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, eh bien, on va payer les pots cassés. S'il y a une bombe sale qui touche Israël, et après, maintenant, vous ne pouvez pas rester à 3000 km en disant « Ah ben moi, ça ne me regarde plus, j'ai fait mon boulot, maintenant démerdez-vous dans la région ». Sur la bombe sale, je suis entièrement d'accord avec Danny. D'ailleurs, je vous en parle depuis des années. C'est ma grande inquiétude. En revanche, je dis bravo, oui, évidemment. Moi, je me suis réveillé de bonne humeur ce matin. Pour une fois, je trouve que le monde allait mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que ce régime des mollahs est quand même le régime le plus atroce qui soit, sanguinaire, les pendaisons, les femmes torturées, assassinées, etc. C'est le régime le pire qui soit depuis la chute du communisme et la chute du nazisme. Voilà, bon. Et donc, en plus, c'est la tête de l'hydre. Donc, si on peut réussir à ce que ce régime tombe, ce qui serait le véritable objectif maintenant, je dis bravo, bravo, bravo. Maintenant, là, je suis d'accord avec Dany, c'est que le coup d'après est pas du tout évident. Qu'est-ce qui vient après sur le plan politique? C'est pas du tout évident. Nous n'en savons rien pour l'instant. Est-ce que les Iraniens ont réussi à conserver suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe sale? Personne n'en sait rien. Et donc tout ça est quand même évidemment très compliqué. Mais parler de désescalade comme le font nos dirigeants européens et singulièrement le ministre des Affaires étrangères est totalement ridicule. C'est pas le moment de désescalader, surtout pas, parce que si le régime des mollahs restait en place, alors là, il serait plus dangereux que jamais. Donc il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, on peut pas être au milieu du gué. Quand vous voyez ces images de la Situation Room, où on voit Trump entouré de Rubio, son secrétaire aux Affaires étrangères, de Exet, J.D. Vance ici au premier plan, Dan Kane, voilà, c'est celui qui est le plus expressif, c'est le patron de l'armée de l'air qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission. Cette Amérique-là,
Je crois que vous êtes né au moment... Non, vous avez été conçu au débarquement, si ma mémoire est bonne. Cette Amérique-là, est-ce que c'est l'Amérique, au fond, dont on a besoin ? Non. Non, mais parce qu'ils ont un président que c'est un débile mental. Non. Enfin, écoutez, franchement, si le discours de Trump, après l'intervention, 4 minutes, parce qu'il n'est pas capable de parler plus longtemps, 4 minutes, en expliquant et en remerciant Dieu et en parlant de la formidable bombe envoyée par Dieu et tout ça. Obama aussi citait Dieu. Mais vous aimez bien Obama, vous n'aimiez pas Trump. Non, c'est pas de la même, c'est pas de la même manière. God bless America, ça ils le disent tous. Mais il a remercié Dieu, c'était une action de Dieu. Non, je veux dire, le discours était hallucinant. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Trump toujours a tout faux. Je veux dire que cet homme-là, avec le pouvoir qu'il a aux États-Unis, ça fait peur. C'est angoissant parce que et Trump et Netanyahou ne sont pas aux côtés des démocraties. Ce sont un pouvoir autoritaire qui fait virer et la démocratie israélienne et américaine vers une démocratie illibérale. Ben moi, pas du tout. Donc, malgré toute l'amitié que j'ai pour mon camarade, on est vraiment en désaccord parce que je comprends très bien, ça rend sympathique, ou en tout cas, on est obligé d'être d'accord avec deux dirigeants qui sont parmi les plus détestables au monde, Netanyahou et Trump. Donc je suis d'accord avec ça, Dany. Il n'y a pas de divergence entre nous là-dessus. Simplement, quand ils ont raison, c'est tout. Et là, ils ont 1000 fois raison, je suis obligé de le dire. Ils ont 1000 fois raison, donc je me réjouis que Trump, qui... Non, n'est pas un imbécile complet, c'est pas vrai. Il est peut-être fou, il est narcissique, il est pervers, il est menteur, mais c'est pas un idiot, c'est pas vrai. On n'arrive pas là où il est en étant stupide, c'est pas vrai. Et là, il a bien trompé son monde, et en matière de guerre, c'est très important de tromper son monde. Si on prévient qu'on va intervenir 15 jours avant, en matière de guerre, c'est vraiment pas la chose à faire. Et donc là, il s'en tire très bien. Et donc, autant je suis en désaccord avec ce que fait Netanyahou à Gaza, parce que au début, la guerre était nécessaire, mais après elle est devenue à la fois stupide et honteuse, autant là je suis obligé de reconnaître que Netanyahou reprend du poil de la bête, et Trump aussi, mais à juste titre. Oui, mais voilà, après, là où je suis d'accord avec Dany, c'est en effet le coup d'après. Mais le problème, c'est qu'au début, on a tous dit à Gaza, il fallait répondre, et aujourd'hui, c'est l'horreur. Mais on est le d'accord massacre. là-dessus, Dany. Et donc, aujourd'hui, moi je veux bien, on essaye de détruire le programme nucléaire, iranien, très bien. On essaye de les obliger à renégocier, très bien. J'ai entendu sur votre plateau tout à l'heure un spécialiste qui disait peut-être que la survie du régime est au prix qu'ils doivent abandonner leur programme nucléaire. Très bien. La survie du régime, elle est aux mains du peuple iranien. Et je ne crois pas qu'un bombardement israélo-américain coûtera la vie du régime. Le régime, est-ce que les Iraniennes et les Iraniens vont se mobiliser? Est-ce qu'il y aura une fracture à l'intérieur du pouvoir iranien? C'est ce qu'il faut espérer. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur un point. Là, on est hors droit international, on est d'accord. Mais le droit international, il n'existe plus depuis longtemps. Oh, quand même, il y en a qui le respectent. Il y a encore certains pays qui le respectent. Qui, oui, bon, à part l'Europe, et encore. Voilà. Les États-Unis, attendez, Israël, non. L'Iran, non. Les pays arabes, non. Qui envoyaient une qualité. Poutine, non. Enfin, je veux dire, de parler du droit international dans une période où tout le monde s'en fout. Alors, est-ce que ça vous ennuie ou pas que là, on soit hors droit international? Il n'y a pas de mandat de l'ONU, il n'y a rien. C'est les États-Unis qui décident seuls, mais pour le meilleur ou pour le pire. Chacun est juge. Pour le meilleur ou pour le pire. Non, moi, ça me réjouit, oui. Parce que là, le droit international empêcherait de faire le boulot. Et donc là, je pense qu'en effet... Alors, vous avez vu quand même que Bernie Sanders s'est opposé radicalement à Trump. Voilà. Donc la gauche américaine est totale. Il faut quand même rappeler que aussi beaucoup d'étudiants wokistes de la gauche américaine arrachaient les images des otages israéliens dans les universités. Bon. Et donc là, moi, je me fiche comme de l'an 40 que le Congrès ait donné l'autorisation à Trump ou pas. Là, il fait le boulot pour nous, il faut le dire clairement. Si on arrive à supprimer la tête de l'hydre, alors je suis d'accord avec Dany, c'est pas les bombes qui peuvent régler le problème iranien.
Mais peut-être que ça permettra aux Iraniens de faire sauter le bouchon. Sauf Si les Iraniens se réveillent... Alors, en effet, je suis d'accord, les bombes n'ont jamais permis un changement de régime s'il n'y a pas derrière le couvercle qui saute, un peuple qui se révolte. Bien sûr qu'on est d'accord. Mais ça le rend possible. Non, alors que c'était voilà, pas possible avant. Moi, je croyais cela aussi, oui. Luc, je te dis la vérité, je croyais cela aussi. J'ai eu tas de discussions avec des opposants iraniens que je connais depuis longtemps, qui sont en Allemagne, mais qui ont des contacts en Iran, et pour toute l'opposition iranienne, c'est un désastre. C'est un désastre parce qu'ils ont l'impression que le pouvoir peut arriver à rassembler derrière lui. Donc, de croire que ce bombardement affaiblit tellement le pouvoir qu'il va sauter, il faut être très dubitatif. Je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est sûr que non, mais j'ai été quand même très frappé par des articles d'intellectuels iraniens en exil qui ont fait des articles sanglants contre cette intervention. Moi, c'est exactement l'inverse. J'ai des amis médecins iraniens qui sont fous de joie. Alors c'est pas un sondage. Maintenant, là où je veux bien rejoindre ce que dit Dany, parce qu'il faut être modéré sur cette histoire. Personne n'a la boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Ce qui serait très dangereux, c'est que si Trump et Netanyahou ne sont pas capables de s'arrêter au bon moment, c'est que ça réveille, et qu'il y ait des civils qui soient tués en masse en Iran, ça réveille le nationalisme iranien. C'est ça qui serait dangereux. Donc je ne sous-estime pas cette possibilité. On n'est pas en désaccord de fond. Je dis simplement que pour l'instant, d'abord, quand même, le nucléaire iranien est quand même très affaibli, très probablement très affaibli. Et deuxièmement, ça peut permettre aux Iraniens de se révolter. Voilà, et ça, ce serait quand même génial, parce que c'est la tête de l'hydre. Alors, il y a quand même une chose... Je ne dis pas que c'est la même chose que la chute du communisme, mais ce serait, disons, depuis la chute du nazisme et du communisme, ce serait quand même l'événement le plus important de l'histoire du 20e et du 21e siècle. Juste dans toutes les discussions, vous dites que toutes les interventions américaines ont raté. Oui et non. Le débarquement n'a pas raté. Et le débarquement a libéré toute l'Europe, y compris l'Allemagne. Ah ben voilà. Je veux dire, alors vaincu l'Allemagne. Et libérer l'Allemagne. Non, aujourd'hui, les Allemands, enfin ont compris, ils ont été libérés. Ils se sont battus jusqu'au dernier jour. Hein. Non, mais pas du point de vue de Dany. Du point de vue de Dany, c'est une libération. C'est une libération. Ils ont libéré l'Allemagne du nazisme. Que la majorité des Allemands étaient pour ou contre, ce sont les troupes américaines, russes. Et c'est ça qui est compliqué. Il y a un moment historique, on a dû être pour Staline contre Hitler. Ah, c'est pas Jojo, mais c'était ça. On était pour Staline contre Hitler. Il fallait que Staline gagne avec les Américains, et les Américains ont donné des armes, ont financé la résistance soviétique. Est-ce que c'est là la même énergie américaine ? Les néoconservateurs américains ont toujours soutenu qu'il y a 3 guerres mondiales, une contre les nazis, une contre les communistes, mais que la troisième était contre l'islamisme extrême. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui, c'est pour ça que moi je ne suis pas convaincu, j'entendais tout à l'heure, je ne suis pas convaincu par le fait que, par cette idée que le peuple qui a voté pour Trump soit hostile à ce qui se passe. Je ne crois pas, parce qu'on a quand même tous aux États-Unis le souvenir du 11 septembre. Et le 11 septembre, c'était qui ? Ben voilà, c'était les islamistes. Donc je ne suis pas convaincu que, au fond, cette Amérique ne soit pas finalement aujourd'hui très fière de son président. Et donc, alors, on peut le regretter, on peut dire, voilà, mais c'est ce que pense Dany, je ne vais pas parler à sa place, mais Netanyahou est détestable, Trump est détestable, donc ils sont en train de reprendre du poil de la bête, c'est terrible, c'est affreux. Mais encore une fois... Non, c'est pas ça. Quand ils ont raison, ils ont raison. Oui, mais le problème aujourd'hui, que Netanyahou à Gaza n'a pas raison. Mais c'est pas la même chose. Non, on peut pas confondre les deux, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas d'accord. Pour l'instant, c'est pas la même chose. Moi, je suis d'accord avec Madame Livni, entièrement d'accord avec Madame Livni. Je pense qu'elle a entièrement raison. Le début de la guerre à Gaza a été justifié. La suite est atroce et elle est absurde. Donc non seulement il faut avoir. Moi, en tant que juif, j'ai honte. Mais j'ai honte de ce qui se passe à Gaza. Dit très bien, et je suis d'accord avec ça. Je dis simplement que c'est pas parce que Netanyahou s'est conduit comme une crapule à Gaza qu'il ne se conduit pas bien en Iran. Je suis d'accord. Voilà. C'est deux choses complètement différentes. Je suis d'accord. Le problème, il est qu'on ne sait pas comment il va continuer. Et que le problème de Netanyahou, il doit continuer la guerre. Sinon, il y a une commission d'enquête qui aura lieu en Israël sur le 7 octobre. Et là, vous avez vu que Olmert, ancien Premier ministre Likoud, a terminé en tôle. Et que
Netanyahou, avec une commission d'enquête sur le 7 octobre, il va passer un mauvais quart d'heure. Oui, mais c'est pas le problème de la guerre en Iran aujourd'hui. Non, je dis simplement le problème de On Netanyahou, est d'accord. c'est qu'il n'arrête jamais parce qu'il a besoin de la guerre. Parce que sinon, c'est la casse-prison. On est Exactement. d'accord. Voilà, Est-ce c'est que ce que dit vous Bardavi, entendez, je pense qu'il a raison. est-ce que vous entendez l'autre camp? Il y a une partie de l'opinion ce soir, il ne faut pas la négliger, il faut l'écouter aussi, qui dit on pouvait encore laisser le temps de la négociation. Surtout pas. On pouvait laisser le temps de la négociation. Les Américains risquent Exact. dans cette région de semer le désordre, comme après la guerre d'Irak, qui a eu évidemment des conséquences incommensurables. Cette argumentation Alors, est absurde. Pardon, je laisse tout de suite la parole à Dany. Pourquoi elle est complètement absurde? Elle est scandaleuse, c'est de la pure lâcheté. Parce que dans le programme explicite de l'Iran, il y a, depuis la fin des années 70, il y a non seulement la destruction d'Israël, mais la destruction de tout le peuple juif de la diaspora. Donc on ne discute pas avec ces gens-là. C'est pas vrai, c'est idiot. Enfin, c'est d'une lâcheté scandaleuse. J'ai honte aujourd'hui de nos dirigeants français. Non, mais je crois que poser la question, on peut pas. Je veux dire, on l'a vu dans les négociations. Alors, vous avez maintenant toutes les analyses. Entre 2015 et 2018, ça avançait. Puis Trump est sorti de la négociation et on dit après, c'est ça qui a créé le bordel. Je ne sais pas, parce que une chose est sûre. Si vous négociez avec Poutine sans rapport de force, vous n'avez aucune chance parce que c'est un menteur patenté. Si vous discutez avec les mollahs et donc Khamenei, vous avez aucune chance parce que ce sont des menteurs patentés. Donc de savoir, et là Luc a raison, quand un État ne remet pas en cause sa volonté de détruire Israël et de détruire les Juifs, rappelez-vous ce que c'est ce pouvoir. Il faut quand même qu'on l'ait en tête. C'est la fatwa contre... Salman Rushdie. Salman Rushdie, des fois ça va mal dans ma tête. La fatwa contre Salman. Rappelez-vous le terrorisme, rappelez-vous le soutien au Hezbollah. Donc, il y a quelque chose qu'on comprend pas aujourd'hui. Netanyahou a surfé d'une manière cynique sur le 7 octobre pour redécouper tout l'espace. Le Hezbollah fini, le Hamas fini. Oui, il y a des terroristes, mais le Hamas finit. Vous avez la Syrie veut même peut-être reconnaître Israël. Donc vous voyez un peu dans quelle situation on est. Donc c'est difficile. Donc moi je dis, attendons la suite, mais le piège, c'est la logique, la dynamique destructrice de Netanyahou pour éviter la casse-prix. Est-ce qu'ils sauront s'arrêter Netanyahou, du point de vue de... Vous savez, les sondages, il est en train de redevenir populaire chez beaucoup d'Israéliens. Il a tué ou mutilé 1500 et quelques du Hezbollah. Il a tué beaucoup de gens du Hamas. Il a tué Agné, etc., etc. Il a tué 50 000 Palestiniens. Et évidemment, il y a aussi toutes les victimes civiles innocentes à Gaza. Non, il ne faut jamais l'oublier, ça. Absolument. Ouais. Et à l'arrivée de tout ça, est-ce qu'ils vont pouvoir s'arrêter? Sauront s'arrêter, ou est-ce qu'ils vont se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de tuer Khamenei et d'aller plus loin et d'aller toujours plus loin? C'est pas le problème de tuer Khamenei. C'est quand même quelque chose, c'est pas nul. Oui, mais si tue Khamenei, toutes ces femmes qui sont descendues dans la rue seront contentes. Et vous serez content? Oui, bien sûr. Vous êtes pour tuer Khamenei? Je ne suis pas pour. S'il est mort, il est mort d'un accident de voiture, je serais content. Non, mais voilà, il faut arrêter. Non, c'est une vraie question. Oui ou non, les deux avis existent. Hein. Oui ou non, est-ce que il fallait tuer Hitler. Oui ou non? Oui, j'aurais été content si on avait tué Hitler. Est-ce que ça vous satisfait que le président des États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, pour la première fois, je crois que c'est la première fois que ça arrive, de façon explicite, disent oui, on peut tuer le principal dirigeant d'un État constitué. Mais c'est pas le problème. Je suis comme Dany, s'il meurt, on est ravis. On ouvre la bouteille de champagne, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si cette intervention américaine et israélienne va permettre aux Iraniens de se révolter suffisamment pour faire tomber le régime. C'est la seule question qui vaille. Mais si le régime ne tombe pas, c'est pour ça que j'ai honte du discours français aujourd'hui sur des escalades, négociations, c'est absurde. J'ai honte de ça. Vraiment, ça fait honte. Parce que si le régime ne tombe pas, et pour l'instant, il n'est pas en passe de tomber, ils se protègent, ils sont dans les abris, ils vont tout faire pour survivre. Si ce régime ne tombe pas, il sera plus dangereux que jamais. Et encore une fois, n'oubliez pas la possibilité d'une bombe sale. Une bombe sale, ça veut dire qu'on met dans une bombe normale des saloperies radioactives et qu'on infecte, on file le cancer à des millions de gens. Voilà. Donc c'est ça la vraie question. Mais qui meurt ou qui meurt pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si le régime va tomber derrière ou pas. Voilà. Et ça, c'est pas les bombes ne suffiront pas. Et si l'opposition iranienne tue Khamenei, vous êtes content ou pas? C'est leur pays.
Oui, non, mais c'est leur pays. On est content ou pas? C'est un Mais c'est attentat. un pays souverain. Non, mais Non, c'est mais- pas un pays souverain, c'est un Darius, attentat. pour une fois qu'on vous pose la les question. Moudjahidines, là, les descendants du Shah, les Moudjahidines, ils arrivent à tuer Khamenei. On est content ou Mais pas? de la même façon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait essayer de tuer le dictateur nord-coréen, qui est très très dangereux, ou Xi Jinping, qui commet le génocide ouïghour? Est-ce que demain, vous seriez... Non. Attendez, je finis ma question. Est-ce que vous seriez heureux que Trump dise de la même façon, on pourrait tuer Xi Jinping, on le fera peut-être mais pas tout de de suite? toute façon- Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que l'interventionnisme américain, au fond, Est malgré dangereux. tout, non, dangereux ou souhaitable? On est libre. Non, il n'est pas souhaitable. Alors, il le est quoi? problème, il est que je suis, moi, Non, vous un vous lâche. tortillez un peu, vous vous tortillez non, un peu. je vous Non, explique non. ma lâcheté. Attendez, vous êtes courageux, vous avez toujours les bonnes pensées. Ma lâcheté, c'est que je crois qu'il ne devrait pas dire cela, mais que si un homme comme Khamenei se faisait assassiner, je serais quand même content, même si je trouve qu'il ne faut pas le faire comme ça. Je suis un lâche, parce que ce type est une ordure. C'est un mec qui a des milliers de morts, les mains pleines de sang. Il a Danny plus de Cohn-Bendit. sang sur les mains qu'il en a dans Danny son Cohn-Bendit, corps. me permettez-vous d'être imprudent? Il faut surtout pas vous chauffer tous les deux, parce que si vous chauffez, vous êtes à ébullition très vite. Non. Mais est-ce que vous vous Non, mais il a tortillez raison. pas? Est-ce que vous ne vous tortillez pas un peu? C'est-à-dire que, au fond, vous faites partie Si, je me de tortille ceux. depuis 60 Vous ans, je faites me partie tortille. de ceux qui sont heureux, au fond, qu'il y ait eu cette action, mais ça vous gêne de dire, Non. ben oui, on est content que les Américains le fassent. Ben, en moi, je gros. vous l'ai dit 50 fois déjà. Je vous ai dit que je m'étais réveillé de très bonne humeur et que je disais bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de mieux? Et que quand Trump, ben, quoi que je pense de lui, ou quand Netanyahou, quoi que je pense de lui, quand ils ont raison, je dis qu'ils ont raison. Voilà. Et qu'encore une fois, il faut aller jusqu'au bout. Et que j'ai honte du discours de la France aujourd'hui, enfin du ministre des Affaires étrangères. Non, mais- C'est un discours de lâcheté. C'est un mollusque. Voilà. Non, mais l'histoire, la fin, la vérité, la fin, c'est quoi? Si ça réussit, si le programme nucléaire, si Est anéanti. Netanyahou, hein, Si le programme est anéanti et si le régime et s'ils tombe, reviennent à des discussions, on aura du mal de dire que c'était pas bien. Ça me rappelle, vous savez, moi j'étais contre l'intervention en Irak. Mon ami, t'as oublié son nom aussi. Michnik, Adam Michnik, je débat avec lui. Oui. Hein, et il me dit, lui il était pour l'intervention. Il me dit, Dany, je te Solidarność. comprends. Je te comprends. Tu es contre l'intervention. Je suis en prison à Bagdad. Les Américains, les soldats américains ouvrent ma porte de prison. Je leur dis, ah non, vous n'avez pas le droit de me libérer. C'est ça. Ouais. Le problème, si cette intervention arrive à arrêter le programme nucléaire iranien, si la mort de Khamenei arrive à faire sauter ce régime, eh bien, je ne peux pas dire que je ne serais pas content, parce que ça s'est mal fait. Mais je dis que je ne crois pas que ça se passe comme ça. Mais de faire le grand et de dire « Ah mais non, il ne faut pas, le pauvre Khamenei, on n'a pas le droit. » Non, non, j'espère qu'il y aura une révolte iranienne et que ce type sera jugé. Et je suis contre la peine de mort, donc qu'il finisse ses jours. Il n'en a plus pour longtemps. On est d'accord. On en voit prison. l'hyper-offensivité de Netanyahou et de Trump. On apprend à l'instant que 7 autres gardiens de la révolution ont été tués. Alors, si on fait la liste de tous ceux qui ont été tués autour de Khamenei, on le rappelait tout à l'heure, Netanyahou, lui, il a tué 1500 du Hezbollah, etc. au fond. Est-ce qu'ils sont en train d'inaugurer une nouvelle manière de redessiner le Proche-Orient? Non, vous savez, les assassinats ciblés, ça a toujours existé, même Grande en France. échelle, Hein. là, Non, ça a toujours existé. Je vous garantis que, alors là, franchement, je ne vais pas revenir à la guerre d'Algérie, mais Dieu sait qu'il y en a eu. Et donc, moi, je me souviens de discussions avec Rocard, justement, et avec Castoriadis, ton vieil ami, me parlant, quand il était Premier ministre, me parlant des assassinats ciblés, il me racontait toute cette histoire des assassinats ciblés. Ça existait dans toutes les guerres, bon. Et donc, y compris dans la vieille Europe. Donc, c'est pas une nouveauté du tout. C'est absolument simplement là où je suis tout à fait d'accord avec Dany, c'est que ça ne règle pas le problème. Que Khamenei meure ou pas, ça ne change rien. Il y aura, encore une fois, je vous l'ai dit la dernière, c'est comme les dents du requin. Il y aura une autre qui apparaîtra. Le problème, c'est de savoir Ça change quand même quelque chose, oui. est-ce que ça changera quelque chose? C'est pas Quand il tue sûr. 1500 agents du Hezbollah, ça sert à quelque Mais je chose. parle Non, pas des mais- agents du Hezbollah, je parle de Khamenei. Ne mélangez pas tout. C'est pas la même chose. Darius. Là, il a décapité le Hezbollah. c'est autre chose. Quand l'annonce des attentats ciblés contre le chef des gardes de la Révolution, contre toute la hiérarchie des gardes,
70 à 80% des Iraniens étaient contents. Bien sûr. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Oui, bien sûr. Ah non, parce que Darius, vous n'avez pas le droit parce que vous savez, c'est les Israéliens. l'intervention, c'est Ils étaient contre le droit contents. international. Bien sûr, Ils bien étaient sûr. contents. Mais bien pour la sûr. même raison, beaucoup soutenaient l'intervention en Irak parce que Saddam Hussein était une ordure qui avait gazé son propre Le peuple, problème, qui il avait gazé est, son propre le peuple. problème, Voilà. il est, quand on fait une intervention, qu'elle se termine par un tel désastre, vous avez eu tort. C'est simple. Quand ça se l'histoire. termine par la Mais- victoire, vous avez eu raison. À chaque fois, ça se discute. Il y a des gens qui continuent de penser que l'intervention des Américains au Vietnam était bonne parce qu'ils combattaient la dictature communiste. Qui valait mieux ça qu'autre chose. L'intervention au Vietnam était militairement même gagnée, mais ils l'ont perdue où ? Aux États-Unis. C'est l'opposition qui a fait Et en flancher. France, 68. Hein ? Et je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le problème, vous jugez une intervention non pas par des critères moraux simplement, vous la jugez de ce que ça a donné ou pas. Question très française à l'un et à l'autre. Ce qu'on appelait la politique arabe de la France, c'est-à-dire ce que De Gaulle a fait, ce que Chirac a fait. Chirac allait caresser, il allait cajoler tous les dictateurs arabes de la région, avec sans beaucoup de morale. Est-ce que cette idée-là Oui, mais est il était pas définitivement... antisémite. Non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que Ah cette si, ça a à voir politique-là, tout, ça a tout à voir, est-ce que justement. cette politique-là est morte? Est-ce que c'est Cajoler fini? aussi le. Ça a tout à voir. Il s'était cajolé aussi le cul des vaches. Il faisait large. Il faisait Ouais, large. il faisait large, Le coup des donc vaches, cajolement. Saddam Hussein et Chirac. quelques autres. Voilà. Est-ce que cette politique-là est morte en réalité parce qu'on a besoin des États-Unis, on est C'est assez pas ça franc? le problème. Encore une fois, il y a une spécificité iranienne avec le Hamas, avec le Hezbollah. Il y a une spécificité qui est liée au fait qu'encore une fois, dans le programme officiel, il y a la destruction non seulement d'Israël, mais que de tous les Juifs du monde. Donc c'est un programme génocidaire explicite aujourd'hui, après le nazisme. Donc ça change complètement le problème. C'est le seul pays qui a ce programme-là. Vous pouvez même pas comparer avec la Corée du Nord. C'est presque des gentils à côté. Voilà. Vous Et donc, voyez ce qui se passe, c'est que vous allez nous perdre. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière émission. Les engueulades entre le camarade Luc et moi Et les se balles terminent perdues pour Darius. dans 10 minutes. Voilà. Et on voulait le dire quand même qu'on arrête, ça fait 7 ans, Ouais. que c'était intéressant, des fois un peu chaud, mais c'est normal, et que donc c'est pas parce que la chaîne ne veut plus de nous, les sondages sont très bons, non, on juge que ça fait 7 ans et que maintenant il faut trouver autre chose. Et moi, je voudrais dire aussi un mot là-dessus, vous remercier Darius, remercier Dany, remercier nos téléspectateurs qui nous ont suivis de manière vraiment amicale. On a reçu des milliers de messages, c'était formidable. C'est notre dernière, c'est pas la dernière de l'année, on arrête vraiment. Et on en a parlé tous les deux, on arrête avec beaucoup d'amitié, hein, et même d'affection, je dirais. Mais avec beaucoup, par-delà nos divergences que tout le monde n'a pas réussi à comprendre, mais nous arrêtons parce que nous avons le sentiment d'avoir, au fond, dit tout ce que nous avions à dire tous les deux, dans le dialogue, tous les trois, sur les grands sujets de la décennie, finalement. Et que on a beau vieillir, on n'a pas envie de radoter. Voilà. Mais merci encore à vous, Darius, à toi, mon ami, et merci à ceux qui nous ont écoutés. Mais l'émission n'est pas finie, vous êtes au courant. Vous avez encore du non, travail. mais Vous êtes payé pour continuer. on voulait vous savez, Et ça me touche beaucoup. si vous jouez au foot, il Ça faut me touche. prendre les animateurs aussi à contre-pied. Voilà, c'est très bien. Un contre-pied C'est très bien. Et pardon pour les balles perdues, on a tous pris des scuds, on s'est tous engueulés, Et mais je ça vous fait partie de remercierai. la passion du débat. Et je vous remercierai dûment tout à l'heure. Restons un instant à ce gendarme du monde. Quand on revient à l'opération, regardez la carte et les images. Ces bombardiers, ces B2 furtifs. Dans l'histoire américaine, le bombardier américain, c'est quelque chose. Ça a été un symbole. Dieu sait si on a combattu les B-52, etc. Quand on voit l'image de ce bombardier qui vole secrètement, 18 heures de vol, du Missouri jusqu'à l'Iran, muni de ces bombes perforantes. Ravitaillé en vol. Il faut laisser le colonel Dany. C'est énorme, cette espèce d'aventure militaire américaine avec toute la puissance que ça représente. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est-à-dire On le sait. Darius, simplement, les problèmes de la guerre. Comment juger la destruction des villes allemandes, Dresde, Hambourg, Francfort, par l'armada aérienne anglaise et américaine? Comment la juger? Nécessaire ou pas? Fallait-il briser les chines des Allemands? C'est un vrai débat. Donc, et le débarquement pour 45, 44, 45, c'est une formidable armada. On n'a jamais vu l'équivalent de la même chose.
Hein, ces soldats qui débarquaient de la Normandie et qui ont traversé l'Europe jusqu'à Berlin. Et d'un autre côté, je veux dire, là aussi, on s'est dit jamais dans l'histoire pas contemporaine, on a vu un tel déploiement, une telle force. Et aujourd'hui, les Américains restent, ça on le sait, la première puissance militaro-interventionniste du monde. Mais moi, ce que je dis, Luc n'écoute pas. Ce que je dis, pourquoi ils n'aident pas plus les Ukrainiens ? Avec ces forces-là, peut-être qu'ils pourraient pousser Poutine à arrêter. Aidez donc avec votre formidable capacité atomique, alors que les Iraniens ne l'ont pas encore. Nucléaires, oui. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dany. C'est vrai que ce qui m'agace parfois, c'est quand j'entends dire, mais il y a des civils qui sont tués. Mais dans les guerres, il y a toujours eu des civils. Vous savez, quand les Américains ont bombardé Trier et Dresden, il y a eu Dunkerque. Oui, voilà. Pendant le débarquement. Et Le Havre, et Saint-Malo. Et Le Havre. Voilà. Et quand ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, ils n'ont pas évacué les maternités ni les hôpitaux. Je veux dire, et là, il y a très peu de civils qui sont tués quand même, que ce soit en Iran ou en Israël, et je prie le ciel, moi qui ne suis pas croyant, pour que ça continue, parce que ma crainte, à part les bombes sales, c'est que le nationalisme iranien se réveille, si vous voulez, le jour où il y aurait trop de morts parmi les civils. C'est ça le vrai danger d'être incapable de s'arrêter. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'inquiète. Mais sinon, qu'il y ait malheureusement des civils qui soient tués, mais quand on me cite une guerre où il n'y en a pas eu, ça n'a pas de sens. Et puis, si on veut, les guerres propres, on les a pas encore inventées. Oui, ça, on les a pas encore inventées. Quand il y a que des robots, oui. On a inventé les armes sales, oui. Mais les guerres propres, on les a pas inventées. Je dis pas, moi, je dis franchement, le cas de l'Iran est un cas spécial, parce que c'est vrai, vous dites, tout à l'heure, il y a quelqu'un, c'était Nathalie Polony, qui disait, pourquoi on n'intervient pas alors contre la Corée qui veut... mais la Corée du Nord n'a pas dit qu'elle voulait détruire un État. C'est pas dans sa constitution. C'est pas génocidaire, voilà. Le problème aujourd'hui, fondamentalement, que nous pose l'Iran, c'est que depuis le début 79, eh bien, ils ont dit on veut détruire Israël et les Juifs. Et en 93, Rabin a fait une déclaration importante en disant notre ennemi, c'est l'Iran. Il faut qu'on ait un accord avec les Palestiniens. Il faut qu'on règle avec les Palestiniens leurs problèmes pour mener la guerre contre ceux qui nous menacent vraiment. Ce sont les Iraniens. Voilà. Et c'est ce qu'a n'a pas compris Netanyahou. C'est exact. On est entièrement d'accord. Voilà. Et le Hamas, c'est pareil, bien qu'il soit pas du même bord, mais c'est pareil. Il y a aussi ce programme génocidaire, ce projet d'exterminer tous les Juifs de la planète. Bon. Est-ce et là, que on a vraiment. D'ailleurs, l'affaire du 7 octobre, c'était que des gamins, des civils qui étaient en train de faire la fête. On est vraiment dans une optique génocidaire. Il n'y a pas un seul État au monde qui a cette politique-là. Est-ce que la France a raison? Emmanuel Macron, les Allemands ne sont pas sur la même ligne. Ils ont dit on est content que les Israéliens fassent le travail. Est-ce que la France a raison de dire détruire les sites nucléaires? Oui. Changer de régime par la force? Non. Emmanuel Macron dit que ce serait le chaos. C'est une honte. C'est une honte. On finit par se demander ce qu'il y a derrière. Pourquoi? On finit par s'inquiéter. C'est vraiment une honte. Parce que, encore une fois, si le régime des Mollahs résiste à ces attaques, il sera pire que jamais. Et donc, moi j'ai honte de ce discours-là. Et je pense que, encore une fois, s'il disait, comme les Allemands ou comme le Premier ministre anglais, s'il disait, écoutez, on est quand même très content que les sites nucléaires soient détruits, mais alors, on va travailler au coup d'après. Mais parler de négociation avec ces gens-là n'a pas de sens. Non, parce que Trump aussi, tout le monde sait, et je trouvais, c'est pour ça l'intervention de Guillaume ici, qui disait, la survie peut-être du régime, ça va rendra obligatoire l'abandon du programme nucléaire. Mais il manque tout le temps Non, mais l'abandon du programme nucléaire, c'est de trouver les méthodes, les modèles avec le AIA de surveiller cela. C'est, je crois, pour changer de régime, ni Netanyahou, ni Trump ne peuvent savoir comment le faire. Parce que ce qui existe dans ce peuple iranien, où il faut quand même dire 50% de Perses, mais les autres, ce sont d'autres, il y a des Kurdes et tout ça, donc une révolte multiethnique dans un système aussi pyramidal,
c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, moi, je rêve vraiment que ce régime tombe, mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Le régime ne tombera pas par une intervention extérieure. Non, mais on est d'accord là-dessus. Je ne dis pas que ça tombera par... D'abord, je n'ai pas la boule de cristal. Je dis que ça peut permettre au peuple iranien ou une partie du peuple de se soulever. Par ailleurs, il y a, malgré tout, quoi qu'on en dise, il y a quand même ce fils du Shah d'Iran qui est prêt à revenir, qui peut avoir un gouvernement de transition. Il y a quand même des possibilités. Mais je ne dis absolument pas que les bombes puissent régler un problème politique. Je dis simplement que négocier sur le contrôle du nucléaire avec des gens qui sont génocidaires et menteurs. Oui, mais c'est ce que veut. Non, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Ils vont négocier. C'est ce que veut Trump. C'est le seul qui ne veut pas cela, c'est Netanyahou. Et pourquoi Netanyahou ne le veut pas? Parce qu'il a besoin de la guerre. Je vous interromps. Pardon, parce qu'Emmanuel Macron prend la parole. Conseil de défense et de sécurité nationale ce soir, au moment où nous vivons un moment grave pour la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient, avec des impacts très clairs aussi pour notre sécurité collective. J'ai voulu qu'on se réunisse aujourd'hui, 10 jours après les frappes entre Israël et l'Iran. Les frappes américaines de la nuit dernière ouvrent une nouvelle phase qui impose évidemment la vigilance et une action résolue de notre part. J'ai pu m'entretenir avec tous les dirigeants de la région, y compris le président iranien que j'ai eu hier et aujourd'hui, et avec les homologues européens. Il est clair que nous appelons tous et toutes à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, convaincus que aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. Par ailleurs, j'ai pu appeler chacun donc à reprendre au dialogue, par la voie diplomatique, sur la question à la fois du nucléaire et des missiles balistiques. Enfin, dans ce contexte, et nous allons y revenir tout de suite, la sécurité de nos ressortissants en Iran, à Israël, est une priorité à tous égards. Il en est de même évidemment de nos personnels diplomatiques comme de nos soldats. Et nous allons revenir sur chacun de ces points, évidemment, avec les distinctions qui conviennent, puisque ce ne sont pas les mêmes cadres. L'objectif de ce Conseil est de pouvoir faire un point sur les actions très concrètes pour protéger nos ressortissants, partager l'analyse de la situation et aussi décider des actions diplomatiques à conduire dans les prochaines heures et les prochains jours pour permettre de faire évoluer au mieux la situation que nous connaissons. Merci beaucoup. Nous allons maintenant réunir le Conseil. Merci, messieurs. Voilà, ce Conseil de défense avec cette phrase d'Emmanuel Macron, aucune réponse strictement militaire n'apportera la solution à ce conflit. C'est la position française, disons, assez classique, assez réelle politicienne par rapport aux Allemands qui sont sur un autre... Non, en fait, il a dit, ils ont fait le sale boulot, mais ils disent maintenant, il dit la même chose. Ils disent tous la même chose. Je crois qu'il a été très critiqué sur le sale boulot, parce que ça se dit pas comme ça. Il peut dire, je comprends, mais ils font le sale boulot. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, il s'est laissé aller là, Merz. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Luc, ça m'arrive à moi, donc c'est pas grave. Non, moi jamais. Non. Jamais. Pas un mot plus haut que l'autre. Non, je suis quand même sidéré qu'il n'y ait pas un mot de la part du président de la République pour dire que c'est quand même une bonne chose que le nucléaire iranien soit affaibli. Il pourrait au moins dire ça. Il pourrait au moins dire ça. Et il pourrait dire ce qu'on dit ici, à savoir que, évidemment, le coup d'après est très problématique. Ça, moi, je comprendrais parfaitement qu'ils disent ça. Mais au moins qu'ils disent quand même bravo, le nucléaire iranien est affaibli. Ça va permettre de discuter, négociation. Moi, je ne crois pas qu'on puisse négocier avec des gens qui veulent absolument détruire tous les juifs de la planète. Mais enfin bon, en tout cas, il pourrait au moins, ce qu'a fait le Premier ministre anglais, dire bravo, voilà, le nucléaire iranien est affaibli, c'est une bonne chose. Maintenant, le coup d'après est très problématique. Il dirait ça. Je dirais, ok, c'est compréhensible, mais pas un mot. Il n'y a que les ressortissants, que l'inquiétude, que la désescalade, qu'un discours de lâcheté. Vous appelez ça de la lâcheté, mais si on est un peu moins violent, est-ce que c'est pas notre ambiguïté à nous tous? C'est-à-dire, on aime bien critiquer Trump, on critique les États-Unis,
Et on en a besoin, mais ça nous arrache un peu la On bouche. n'a pas besoin de Trump, on a besoin des États-Unis. C'est c'est pas la Trump qui a même pris la chose. décision. Oui, non, mais d'accord. Trump. Là, il C'est a personne pris la d'autre, là. décision. Ouais. Oui, là, il a pris des décisions. Mais Trump prend la décision de faire des rafles dans toutes les villes américaines contre des émigrés, contre des femmes, contre des enfants. Donc, je veux dire, moi, je juge pas Trump sur une action, je juge de tout ce qu'il fait. Hein, Mais qui l'aurait fait si ça n'est pas lui-là? Personne. le problème, Qui l'aurait fait? là, c'est vrai. Pas les démocrates. Le non. problème, il est là, c'est vrai, mais l'inverse, parce qu'on dit l'inverse. Hollande était prêt à bombarder la Syrie après la Obama a dit Chine, non. et c'est Obama qui a dit non. Et là, toute la gauche, enfin la majorité de la gauche, la droite non à l'époque, disait Hollande avait raison. On aurait dû, mais on ne pouvait pas seul. Donc aujourd'hui, le problème du monde aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à négocier. Je dis pas que Trump a eu tort, je dis c'est une vision impériale du pouvoir américain qui est dangereuse. Alors à un moment, peut-être il y a quelque chose qui peut nous satisfaire, mais fondamentalement, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est te mettre hors d'une tentative de régulation par le droit international. J'aimerais qu'on revoie les images dans la Situation Room, parce que ces images sont tellement extraordinaires. Ce sont des images pour l'histoire. Il y a tout Trump là-dedans. C'est-à-dire, il y a un côté complètement, pas conventionnel. On le voit avec sa casquette MAGA. Et tout à l'heure, sur ce plateau, avec un sourire, Retailleau disait, on imagine mal Emmanuel Macron qui met une casquette Renaissance ou Ensemble. Même Bruno Retailleau dit que remercier Dieu est un peu bizarre. Voilà, il trouve que ça va un petit peu loin. Mais enfin, cette image, regardez ça. Alors, il y a Suzy Wiles qui est vraiment ça, une des femmes les plus puissantes du monde. Il y a Dan Kane, l'homme le plus expressif, qui mime la dispositif de ses avions, Rubio, etc. Et surtout ce personnage Trump qui est à la fois, pour beaucoup, grotesque, etc., et qui en même temps est l'homme clé de tout. Ben, c'est clair que les démocrates ne l'auraient pas fait. Et regardez le discours de Bernie Sanders aujourd'hui, disant que c'est un scandale, que cette intervention est catastrophique, qu'elle est contraire au droit international, mais aussi au droit américain, que le Congrès aurait dû donner l'autorisation, etc., etc. Et donc, moi, je suis très frappé par cette gauche de la gauche américaine qui est antisioniste, antisémite. Est-ce que c'est bien pesé en l'état? C'est-à-dire, il a pris peu de risques, il est resté centré sur l'opération, il a maintenu un secret absolu. C'est remarquable, oui. C'est un modèle de secret. C'est un modèle d'action militaire. Personne ne peut dire le contraire. En plus, il n'a bombardé que les 3 sites les plus importants. Il n'a pas bombardé les civils. Il n'a pas fait de conneries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Militairement, c'est un succès complet. Oui, la difficulté de la discussion d'aujourd'hui, c'est que il dit après, je ne suis pas comptable de ce qui va devenir. Mais ça dépend ce qui va devenir. On verra. S'il y a une réaction iranienne avec une bombe sale, il ne pourra pas dire « Ah non, moi j'avais dit les sites et maintenant débrouillez-vous dans la région. » Il leur dit négocions. Oui, il leur dit, mais Il leur dit faisons la paix. Si son intervention amène au contraire, après, il devra continuer. Bah oui. Et il devra continuer. Et continuer, ça veut dire quoi? À bombarder. Troop on the ground? Non. Non, alors bombarder, ça ne changera rien, parce que s'ils n'ont pas réussi à limiter avec ce qu'ils ont fait maintenant, d'autres bombardements ne réussiront pas non plus. Non, Dany, non. Il a dit très clairement, maintenant avec l'Iran, il faut faire la paix. Il le dit comme ça, il faut faire la paix. Et si vous ne voulez pas faire la paix, s'il y a des représailles, s'il y a des ripostes, etc., alors là... Alors là, quoi? Les Israéliens savent exactement, ils connaissent tous les appartements privés des dirigeants iraniens. Mais tu sais très bien que... Et les mecs, ils ont la trouille, c'est pas pour rien que Khamenei Oui, mais ta contradiction là-dessus, Luc, c'est que tu sais très bien qu'en continuant comme cela, c'est le nombre de civils morts qui va augmenter. Non, mais de toute façon, encore une fois, dans les guerres, c'est malheureusement... Non, mais ça va être au-delà de ça. Non, mais les dirigeants iraniens, aujourd'hui, savent parfaitement que leur intérêt n'est pas d'escalader, n'est pas de continuer, n'est pas d'en rajouter, parce qu'ils risquent leur vie. On verra. Mais, bien sûr, wait and see. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous poursuivons cette émission spéciale à la mesure des événements historiques. Les États-Unis entrent en guerre au Proche-Orient avec des moyens à la fois fulgurants, massifs, dans un degré de secret absolu. Ces 7 bombardiers furtifs B-2 qui ont décollé du Missouri au cœur de la nuit pour frapper des sites nucléaires iraniens de Fordo, de Natanz, d'Ispahan. Plus tard dans cette émission, on entendra Alain Boer, Xavier Titelman, les ambassadeurs, l'ambassadeur d'Iran
Mitterrand, aussi bien que l'ambassadeur d'Israël et beaucoup d'autres invités éditorialistes avec ma collègue Margot Haddad. Et bien sûr, il faut vous remercier tous les deux. C'est la fin. Et Luc Ferry et Danny Cohn-Bendit, voilà. Les Doors. Regardez-vous et vous dites, je vous aime bien. Au fond, je vous aimais bien. Hein, C'est parfait, c'est parfait. Voilà. vous l'aimez bien? Vous savez, oui, et puis il faut toujours s'arrêter quand ça marche très bien. Voilà. Hein, Oui. si, voilà, il faut dire, ils vont nous regretter. Bah, Oui, voilà. pas quand il y a le coup de balai. Rappelez-vous Tino Rossi, la vie commence à 60 ans. Quel âge avez-vous, Dany? 80. 80, Voilà. c'est rien. C'est un enfant. C'est la fleur de l'âge. Et vous? 74. Ouais, voilà, c'est Allez. tout. Il est temps de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Darius. Alors, Ciao, merci, Darius. C'est Allez. les faux départs. Et Ciao, je sais que ciao. vous reviendrez quand même. Ciao, ciao. C'est comme les faux adieux. Ah, On verra.